Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, bonjour et bienvenue au palais de la présidence de la République. Je crois que je vous ai manqué autant que vous m'avez manqué et je crois donc aussi que la phase des questions-réponses va témoigner des chaleureuses et heureuses retrouvailles du jour. Comme vous le savez et comme à l'accoutumée, cette conférence de presse sera organisée en deux temps, mis à part donc la phase des questions-réponses. Le premier temps, naturellement consacré à l'actualité, à l'agenda international du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et le deuxième temps, comme vous l'aurez là encore deviné, sera consacré à quelques sujets de l'actualité nationale. Pour aborder le premier pan de cette conférence, consacrée donc à l'actualité internationale du chef de l'État, nous commencerons par noter qu'il poursuit, à travers une diplomatie active et ouverte, une ambition claire, celle de repositionner le Gabon dans le concert des nations en affirmant une voix souveraine, crédible et attachée au dialogue. Son récent séjour à Rome s'inscrit pleinement dans cette dynamique diplomatique de conviction et de développement. Au Vatican, le président de la République a été reçu par Sa Sainteté, le pape Léon XIV. Les échanges ont porté sur la promotion de la paix, le dialogue interreligieux et le rôle essentiel de l'Église catholique dans l'éducation, la santé et la cohésion sociale au Gabon. Cette rencontre a réaffirmé la solidité des liens historiques qui lient notre pays au Saint-Siège. En Italie, 3 mémorandums d'entente ont été signés avec GKSD Investment Holding. Ils portent sur la construction d'un centre hospitalier moderne et sur la réalisation d'une Smart City sur 100 000 hectares avec 25 000 logements, des infrastructures sanitaires, universitaires, énergétiques, entre autres. Ces accords, ces mémorandums d'entente, donc, traduisent la volonté du chef de l'État de faire de la diplomatie économique un levier de transformation nationale. Ainsi, cette visite à Rome illustre une diplomatie gabonaise plus stratégique, plus pragmatique, plus visible et résolument tournée vers le développement et le bien-être des Gabonais. Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec la première ministre italienne, Madame Giorgia Meloni. Les discussions ont mis en avant le renforcement des investissements italiens dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'agro-industrie, ainsi que la coopération sécuritaire. Mesdames et messieurs, concernant le deuxième temps de cette conférence de presse consacrée au sujet de l'actualité nationale, il faut noter que le président de la République suit avec une attention constante l'évolution de la vie publique et les attentes des Gabonais. C'est dans cet esprit que le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, M. François Ndongobian, a annoncé le réaménagement du calendrier institutionnel de la transition, dont l'achèvement est désormais fixé à décembre 2025. Cette mise à jour vise à clarifier la feuille de route nationale, à lever toute incertitude et à structurer les étapes finales du processus. Le nouveau chronogramme électoral précise ainsi les principales échéances du mois de novembre et du mois de décembre, marquant la mise en place progressive des institutions prévues par la nouvelle loi fondamentale et par le code électoral. Ce réaménagement fondé sur un impératif de responsabilité et de fidélité à l'état de droit traduit la volonté du chef de l'État de conduire la transition à son terme dans la clarté, la discipline et la cohérence, afin qu'elle consacre un processus abouti et porteur de transformation durable pour notre beau pays. Concernant les violences en milieu scolaire, le président de la République a exprimé sa profonde préoccupation face à la recrudescence de comportements contraires aux valeurs de respect, de discipline et de solidarité. Il appelle à une réponse globale, alliant fermeté et prévention, à travers le renforcement de l'autorité éducative, la mobilisation des parents et des enseignants, afin que la mise en place de dispositifs
d'accompagnement pour la jeunesse soit effective. L'objectif est clair, offrir à chaque jeune Gabonais un cadre d'épanouissement fondé sur l'éducation, la culture, le sport et la formation professionnelle. Cette orientation s'inscrit dans la vision présidentielle d'une jeunesse au cœur de la refondation nationale, actrice de paix, de cohésion et de développement. Autre sujet de l'actualité nationale, la question de la fourniture de l'énergie, prise en compte par le pilier numéro 1 du projet de société du président de la République et qui demeure une priorité. Le secteur subit aujourd'hui les effets d'un sous-investissement prolongé sur plusieurs décennies et d'équipements vieillissants. Pour y remédier, le président de la République a engagé une série de réformes structurelles portant sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance et la séparation prochaine, comme vous le savez, de la SEG en 2 entités distinctes, une faisant dans l'eau et l'autre faisant dans l'électricité. Dans le Grand Libreville, les récentes perturbations observées sont liées à la phase de transition énergétique en cours, marquée par le remplacement des anciennes centrales au fioul par une nouvelle unité de 150 MW au gaz fournie par Corporation. Depuis le 26 octobre dernier, la situation s'est progressivement stabilisée grâce à la mobilisation des équipes du ministère, de l'accès universel à l'eau et à l'énergie, de la SEG et de Corporation. Quelques délestages ponctuels peuvent encore survenir en raison d'interventions de maintenance sur des infrastructures anciennes. Pour renforcer la stabilité du réseau, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles l'ajout temporaire d'une centrale flottante de 40 MW, l'augmentation du volume de gaz fourni par Perenco et l'harmonisation technique du réseau. Ces efforts traduisent la volonté du président de bâtir un Gabon souverain sur le plan énergétique, garantissant à chaque citoyen un accès continu, fiable et durable à l'électricité. Sur le plan économique, le décaissement de 28,3 milliards de francs CFA pour honorer la dette du Gabon auprès des institutions multilatérales constitue un signal fort de redressement et de crédibilité financière. Cette démarche traduit la volonté du chef de l'État de restaurer la confiance avec nos partenaires internationaux et de démontrer la fiabilité du Gabon dans la gestion de ses engagements. Elle s'inscrit dans une stratégie de redressement macroéconomique fondée sur l'assainissement des finances publiques, la stabilisation de la dette et la relance des investissements productifs. Dans le même esprit, la récente rencontre entre le président de la République et le chef du département Afrique du Fonds monétaire international FMI a permis de mettre en lumière les progrès accomplis en matière de maîtrise des dépenses et d'optimisation des recettes. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'une gestion rigoureuse, transparente et responsable des deniers publics, tandis que le FMI a salué les avancées réalisées et confirmé son accompagnement dans la dynamique de redressement et de stabilité du pays. Cette coopération veillera toutefois à préserver, et le président de la République tient à rassurer ses compatriotes sur ce point, à préserver donc les volets sociaux de la politique nationale, notamment les programmes en faveur des populations et particulièrement de la jeunesse. Enfin, s'agissant des récentes tentatives de déstabilisation menées par Madame Sylvie Aimé Valentin, épouse Bongo, et de son fils Monsieur Noureddine Bongo Valentin, la présidence de la République observe la situation avec sérénité et avec froideur. Elle note qu'un schéma apparaît clairement aujourd'hui, celui qui consiste à mener des attaques alignées sur les déplacements du chef de l'État à l'international, contre l'image du Gabon et de ses institutions. Tout indique qu'il s'agit ni plus ni moins d'une campagne d'influence et non de l'expression d'une volonté de voir triompher la justice. L'État demeure concentré sur sa mission première, celle de servir le peuple gabonais. Le procès s'ouvrira le 10 novembre prochain et la justice sera rendue au nom du peuple gabonais. Ainsi, le nombre d'initiatives malheureuses
comme celle qui nous est donnée de voir sur les réseaux sociaux, aussi important soit-il, ne saurait empêcher que la justice, là encore, soit rendue au nom du peuple gabonais au terme du procès qui s'ouvre le 10 novembre. Mesdames et messieurs, à travers une diplomatie active, des réformes économiques ambitieuses et une action résolue en faveur de la stabilité nationale, le président de la République incarne un leadership fondé sur la clarté, le courage et la responsabilité. Son objectif demeure constant, bâtir un Gabon fort, souverain et prospère, où le développement s'allie à la justice et où chaque citoyen trouve sa place dans le projet national. Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens tout naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions qui, je l'imagine, seront nombreuses. Monsieur le porte-parole de la présidence de la République, le chef de l'État, à travers sa diplomatie active, a signé un mémorandum actant ou promettant plusieurs investissements dans le pays, sauf que le principal pôle industriel, la ZES de Nkok, est encore d'accès un peu difficile. À quand la réhabilitation du tronçon PK12 Ntoum? Ma deuxième question, elle est également d'ordre économique. Une récente décision a été prise en Conseil des ministres relativement à la nationalisation des petits commerces de proximité. À quand leur mise en œuvre? Et puis, troisième question, dans l'affaire qui a retenu l'attention de l'opinion sur l'affaire Warren, une juge a été mise à pied pour manquement à la déontologie de la justice. Pour ce qui est des attaques d'influence dans l'affaire Nourdine Bongo et sa famille, est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature s'est saisi de cette question? Et si oui, quelles sont les explications des juges? Je vais vous demander de repréciser votre dernière question. Je ne vois pas très bien le lien que vous faites entre l'affaire Warren et l'affaire des Bongo-Valentin. Une juge a été mise à pied pour manquement à la déontologie de la justice. Est-ce le cas pour les juges qui apparaissent dans la vidéo qui fait polémique? Très bien. Je crois qu'on va adopter cette méthode, sauf si M. Abourner a d'autres questions. Une dernière question relative simplement à l'actualité internationale. Quels sont les liens, qu'en est-il des liens entre le Gabon et la Côte d'Ivoire et la Tanzanie, où des chefs d'État viennent d'être reconduits? Merci. Alors, je vais peut-être commencer par la fin. Vous me posez la question de savoir quelles sont les relations avec les différents pays que vous énumérez, qui ont vécu des élections présidentielles au terme desquelles, en tout cas pour l'essentiel, les chefs d'État sortants ont été de nouveau portés à la magistrature suprême. Eh bien, je pense que ce qui témoigne le mieux des relations que nous avons avec ces pays-là sont les communications officielles qui ont été faites par le chef de l'État pour saluer et féliciter ses homologues pour leurs élections. Naturellement, les relations d'État à État sont complexes parce qu'elles sont riches, sont politiques, économiques, culturelles, etc. Donc, le Gabon, fidèle à sa vision diplomatique, est attaché aux valeurs qu'il voit et qu'il perçoit dans ces pays, et c'est à ce titre-là que le président de la République adresse ses félicitations et salue la réélection de ses homologues. Je pense que ça répond largement à votre question. Sur la question de la juge à laquelle vous faites référence, il s'agit là du Haut Conseil de la magistrature, il s'agit de l'administration de la justice, et en la matière, nous ne sommes pas qualifiés pour venir nous prononcer sur la chose. Nous sommes ici à la présidence de la République pour parler de l'actualité du président de la République, nationale comme internationale, les questions de l'administration de la justice, les questions internes à l'institution judiciaire, qui a ses règles de fonctionnement, qui a ses règles d'administration, ne nous concernent pas. Vous êtes journaliste, je crois qu'en la matière, vous êtes largement équipé pour aller chercher ces informations-là auprès de celles et ceux que cela concerne au premier chef. Pour ce qui est de la nationalisation des petits commerces, c'est un processus qui est en cours.
les équipes travaillent, il y a un travail d'identification et d'encadrement normatif qui se poursuit. Il y a un travail réglementaire qui se poursuit autour de cette question pour éviter, entre autres choses, les éventuels dérapages et les éventuelles mauvaises interprétations de cette mesure. On a vu ce que ça a pu donner sur les réseaux sociaux à un moment donné, je dirais même au moment même de l'annonce de ces mesures, pour éviter tout amalgame, pour éviter toute mauvaise interprétation. Et il y a un travail d'encadrement réglementaire, d'encadrement normatif qui se poursuit et le moment venu, bien entendu, vous serez les premiers informés par rapport à ce qu'il en est réellement. Au sujet de la zone économique spéciale de Nkok, cette zone a une contribution significative à la politique industrielle de notre pays. Il n'est aujourd'hui absolument pas question de la laisser pour compte, de l'oublier, d'oublier la valeur ajoutée qu'elle peut générer pour l'économie gabonaise en termes d'emploi, en termes de création de richesses. Donc il n'est pas question de mésestimer ou de sous-estimer l'apport de la ZES de Nkok. Seulement, le Gabon est dans une dynamique où il multiplie les options pour pouvoir réaliser ses objectifs d'industrialisation beaucoup plus rapidement. Les contrats qui ont été signés ou qui continuent de l'être, les mémorandums d'entente qui sont passés avec nos différents interlocuteurs, le sont autour, je parle surtout des derniers, autour des secteurs prioritaires et stratégiques qui sont compris dans le plan de croissance et de développement 2026-2030 et qui est donc impulsé par le président de la République. Il y a une forte ambition industrielle, il est question de se réapproprier nos ressources stratégiques, je pense à l'or, je pense au manganèse, je pense au bois, et donc autour de ces secteurs-là, en plus des volets infrastructurels pour les infrastructures énergétiques, les infrastructures sanitaires et les infrastructures de transport, pour s'assurer qu'on puisse transporter effectivement ces ressources stratégiques de leur point d'extraction à leur point de transformation et voire à leur point d'exportation, eh bien, ces contrats visent à accélérer la mise en œuvre de cette politique industrielle sans mésestimer l'existant. Il est question aujourd'hui, dans un aspect de la question aussi, de rattraper les retards que nous avons accumulés pendant des décennies. Il y a une urgence à mieux maîtriser les revenus que nous tirons du pétrole. Et en la matière, depuis la transition, il y a des mesures très explicites, très claires, que vous avez d'ailleurs abondamment relayées, qui ont été prises. Pareil pour le manganèse, on n'a plus besoin d'en parler. Pareil pour le bois. Il est question de rattraper ce retard, il est question de doper notre politique industrielle, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivent donc les différentes initiatives passées à l'international par le président de la République. J'ai le monsieur en costume bleu. Merci, je suis Brice Ndotoum du journal Gabon Elite Magazine. La transition est en train de s'achever, sauf qu'il y a une question qui aurait été déposée sur la table du président de la République. Les parlementaires des deux chambres, Assemblée nationale comme Sénat, sollicitent du président de la République une retraite parlementaire à titre exceptionnel. Je voudrais savoir, est-ce que cette question peut être à l'ordre du jour? Est-ce que le président de la République pourrait accéder à cette demande des parlementaires de la transition? Merci. Alors, sur cette question spécifique, vous nous dites que la question a été soumise au président de la République. Très bien. Le président de la République prendra le temps et le soin de décider. Et quand il aura décidé, vous serez les premiers à en être informés. En revanche, sur la fin de la transition, c'est peut-être le lieu de saluer le travail effectué par ces parlementaires de la transition qui ont incarné des institutions constitutionnelles pendant cette période historique et sans précédent dans notre pays. Le président de la République décidera des mesures d'accompagnement qui doivent donc encadrer leur fin de magistère. Encore sur la transition, c'est le lieu de noter que, après le réaménagement du calendrier prévu à cet effet, le président de la République tient à la responsabilité, à marquer sa responsabilité. Face au peuple gabonais, il tient à ce que ce processus de transition se termine bien, comme il a été engagé, c'est-à-dire sur des bases claires, sur des bases inclusives et consultatives, puisque le principal cadre qui a
encadrer, permettez-moi la tautologie, le fonctionnement de nos institutions pendant cette période l'a été, et je parle de la loi fondamentale, a été adopté donc après consultation des Gabonais au mois de septembre 2024. Et donc la transition se termine, comme cela avait été annoncé. C'est le lieu de saluer ces compatriotes qui ont su maintenir le bon fonctionnement des institutions républicaines que sont donc l'Assemblée nationale et le Sénat, pour ne parler que de celle-là. Monsieur à la cravate bleue. Merci. Je suis Monsieur Abel Eyégué du journal L'Union. Le 10 novembre prochain s'ouvre le procès Sylvia Bongo et son fils Noureddine à Libreville. Mais les avocats de ces derniers ont dénoncé un simulacre de procès auquel ils ne prendront pas part. Déjà, peut-être vous demander votre avis sur ces déclarations et est-ce que vous pensez qu'un tel procès sans les accusés et sans leurs représentants peut-il être crédible? Merci. Très bien, merci pour votre question. Alors vous savez, les avocats de Madame Bongo et de son fils, Monsieur Bongo Valentin, peuvent dire ce qu'ils veulent. Au-delà de ce qu'ils disent, il y a des faits. Le procès va s'ouvrir. Il y a des procédures judiciaires qui encadrent ce genre de contexte et ce genre de situation. Le procureur général de la République près la cour d'appel de Libreville, le docteur Eddy Midan, s'est largement prononcé d'ailleurs sur cette question que vous mentionnez à l'occasion de sa dernière conférence de presse. Ces derniers seront jugés par contumace et au sujet des avocats, pour insister là-dessus, il a d'ailleurs indiqué qu'ils ne se sont pas constitués. Nous ne sommes pas ici en France, on est au Gabon. Et c'est la justice gabonaise, ce sont les règles du code pénal gabonais et du code de procédure pénale gabonais qui vont s'appliquer à ces citoyens gabonais qui ont à répondre d'un certain nombre de faits devant la justice, qui décidera. Ça me donne l'occasion de revenir peut-être sur la séquence que nous vivons. On nous a dit il y a quelque temps dans une interview que monsieur, et d'ailleurs c'est lui-même qui le disait, Bongo Valentin, donc Noureddine, ne s'était jamais senti au Gabon, chez lui, culturellement. Alors maintenant qu'il a été libéré de ce pays dans lequel il ne s'est jamais senti chez lui, il a beaucoup de temps pour nous faire étalage de ses talents de producteur-réalisateur de séries à sensation. Mais qu'on se le tienne pour dit, quel que soit le nombre de vidéos, je dis bien quel que soit le nombre de vidéos, le procès s'ouvrira le 10 novembre. Et la justice sera rendue par les magistrats gabonais qui ont eu à connaître de cette affaire et qui vont délibérer librement. Et je le redis, la présidence de la République observe avec sérénité et avec froideur, la froideur qui caractérise le fonctionnement de l'État. La même froideur et la même sérénité qui, nous l'espérons, comme tous les autres Gabonais, encadrera le travail des magistrats. Au fond, et pour terminer là-dessus, cette affaire peut se résumer en deux questions, deux paris. La première question, c'est de se dire, est-ce que les Gabonais, dans leur écrasante majorité, tiennent à ce que les Bongo Valentin soient jugés? Je vais me hasarder à dire que la réponse à cette question, c'est oui. Un grand oui. Un énorme oui. Et puis il y a une deuxième question. Est-ce que, à la suite de la publication de ces vidéos, quel qu'en soit le nombre, quel qu'en soit le contenu, est-ce que, après la publication de ces vidéos, les Gabonais considéreront que les Bongo Valentin doivent être dispensés de leur comparution et du jugement parce que ce seraient de petites victimes innocentes? C'est la matière à sondage, et en la matière, vous êtes, en tant que journaliste, mieux qualifié que moi pour mener ce sondage et pour nous aider à répondre tous à cette question sur les vidéos, enfin. Enfin. Elles ont été obtenues dans des circonstances qui sont là aussi prévues et encadrées par le Code pénal. Je souhaite que les personnes qui ont été filmées sans leur consentement, peut-être est-ce le lieu de les inviter aussi à porter plainte. Comme ça, on ajoute des infractions à d'autres infractions présumées. Voilà. Monsieur le porte-parole, j'aimerais savoir, est-ce que les déplacements du président de la République sont-elles importantes actuellement? Parce que le pays se plaint beaucoup. Il n'y a pas longtemps, nous avons crié à la fraude aux dernières élections législatives et la montée de la violence scolaire. Est-ce qu'un simple poste
du président peut atténuer la situation? Alors, votre question est simple et elle mérite une réponse simple. Lorsqu'on a en charge un pays, et lorsqu'on sait que ce pays n'évolue pas en vase clos, lorsqu'on hérite d'un pays qui a de nombreuses relations historiques, diplomatiques, économiques, politiques, avec toute une foule de pays répartis à travers le monde, eh bien, oui, les déplacements du président de la République sont importants à l'international. Il n'est pas avare non plus en déplacement sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État est un homme de terrain qui n'hésite jamais à procéder à une visite de chantier ici et à procéder à telle ou telle autre inspection là-bas. Donc le président de la République se déplace tout azimut, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. Et je pense d'ailleurs que s'il fallait établir un ratio, confronter et mettre en équation la part des voyages à l'international et la part des déplacements sur le territoire national, je pense que le résultat pencherait clairement en faveur des déplacements sur le plan national. Mais le Gabon a des partenaires avec qui il faut maintenir le dialogue autour des priorités économiques, autour des priorités qui sont, comme je le disais, contenues dans le plan de croissance et de développement. Et pour ça, parce que nous ne pouvons pas nous développer dans notre coin, parce qu'il y a une réalité sur le plan économique, il y a une réalité macroéconomique par rapport à laquelle nous sommes engagés avec d'autres partis, il faut que le président de la République continue à être un interlocuteur privilégié pour celles et ceux qui ont la volonté de nous accompagner, et à condition, bien entendu, comme le martèle le chef de l'État lui-même, qu'il soit respectueux de la dynamique actuelle qui est portée vers l'affirmation de beaucoup plus de souveraineté économique. La diplomatie actuelle est essentiellement économique. Le président de la République continuera de ne ménager aucun effort sur ce terrain-là pour que les solutions que l'on doit apporter aux problèmes des Gabonais soient apportées le plus rapidement possible. Monsieur Yves-Laurent Ngoma. Merci beaucoup. Donc, je suis Yves-Laurent Ngoma, correspondant de RFI. Dans votre propos liminaire, vous avez dit que les vidéos de Noureddine sont une tentative de déstabilisation. Si vous pouvez être un peu plus clair sur ce que vous voulez entendre par tentative de déstabilisation. Vous avez dit que vous les observez avec beaucoup de froideur. Mais nous avons entendu dans l'une des vidéos les gens de la justice s'adressaient au nom du chef de l'État. Est-ce que, si c'est vrai, cette vidéo a existé telle qu'elle a été tournée telle qu'elle a été diffusée, est-ce que ça ne pose pas réellement un problème d'indépendance de la justice? Ma deuxième question est la suivante. Les avocats donc de la famille Bongo ont dit qu'ils ne se présenteront pas au procès qui s'ouvre le 10. Nous savons aussi que la famille Bongo a une procédure en France. Est-ce que si leurs avocats ne se présentent pas au procès que vous allez organiser, qui sera organisé à Libreville, le Gabon aussi, par réciprocité, ne se présenterait pas à la procédure engagée en France par la famille Bongo? Merci. Alors d'abord, vous parlez des vidéos, je vous disais et je le redis, avec sérénité et avec froideur. Tentative de déstabilisation parce que alors qu'on a des faits jusque-là présumés qui sont quand même d'une gravité certaine, alors qu'on a de tels faits qui sont portés devant la justice, eh bien, ces derniers ont pris le soin de snober et continuent de snober la justice gabonaise. On snobe la justice gabonaise. Et on préfère se déployer sur le terrain de la communication d'influence. L'interview à laquelle je faisais allusion, vous pensez qu'elle était destinée au peuple gabonais? Vous pensez que la forme de cette interview, le contenu de cette interview, était destiné aux Gabonais? J'ai une petite idée sur la question, je pense que non. On est dans une campagne d'influence et qui vise une tentative de déstabilisation mais qui ne prospérera pas. Ensuite, vous parlez du contenu des vidéos qui, soit dit en passant, restent à être authentifiées. À l'observation, il s'agit d'un merveilleux séquençage. Parce qu'on sait qu'on filme, on sait ce qu'on dit. Suivez mon regard. Vous dites que des magistrats se prononcent. Vous avez énuméré quelque peu les personnes qui apparaissent dans cette vidéo. Ce qui est bien, c'est que je n'ai à aucun moment entendu le nom du président de la République dans votre énumération. Il faut aussi dire et préciser qu'il n'y a pas que l'autorité judiciaire
qui est présenté dans cette vidéo. Il y a l'agence judiciaire de l'État. Il y a les avocats de l'État qui sont partis à cette vidéo et qui, ou plutôt dont le déplacement est encadré par des textes qu'a rappelé le docteur Eddy Minant, procureur général près la cour d'appel de Libreville. La même procédure qui s'appliquerait à un membre du gouvernement ou à une autre personnalité mise en cause dans le cas d'une affaire aussi grave. Donc ce déplacement a été encadré. Le Gabon, en la matière, n'a pas inventé la machine à courber les bananes. Ils se sont déplacés dans le cadre d'une procédure encadrée et prévue par nos textes, qui s'applique, qui plus est, parce qu'il est mis en cause, même s'il n'est pas poursuivi dans cette affaire, comme l'a rappelé le procureur général, parce qu'il est mis en cause, qui s'applique à l'ancien chef de l'État qui, rappelons-le, au terme de la nouvelle loi fondamentale, est membre de droit de la Cour constitutionnelle. Donc, ce déplacement était encadré. L'exploitation du contenu, c'est l'affaire des Bongo Valentin. Je m'interroge sur la valeur juridique de ces vidéos, parce que le 10 novembre, c'est le droit qui sera dit. On ne viendra pas traiter des états d'âme des uns et des autres, on viendra parler de droit. Et c'est ce que j'avais à dire sur votre question. Une autre question. Prière de me la rappeler. Alors, sur la réciprocité, vous parlez de l'État gabonais. L'État gabonais assume toutes ses responsabilités. Vous parlez de l'affaire pendante devant la justice française. Et il me souvient qu'il y a une autre affaire pendante dans laquelle les Bongo Valentin sont là encore mis en cause, et cette fois-ci devant la justice française. Une affaire ou plusieurs affaires qui ont été portées par M. Brice Lacruche Alianga. On espère qu'après avoir snobé la justice gabonaise, on ne snobera pas ensuite la justice française, puisqu'il me semble que l'un des deux ou les deux ont bénéficié de la nationalité française. Donc, affaire pendante pour affaire pendante, ce que j'ai à vous dire sur la position de l'État gabonais, c'est que maintenant l'État a des avocats, l'État sait se faire représenter selon l'opportunité. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Le procès s'ouvre le 10 novembre. On ne manquera pas d'insister là-dessus. La justice sera rendue. Et puis, les développements de cette affaire feront l'objet de réactions ponctuelles le moment venu. Bonjour, monsieur le porte-parole. Bonjour à tous. Je suis Ferdinand Demba, directeur de publication du média Inside News 241. Le projet de loi de finances 2026 intègre un ensemble de taxes, parce que dans les réformes initiées par le gouvernement, il y a effectivement l'impôt. Et le citoyen gabonais se rend compte qu'à partir de 2026, il faudra qu'en plus de la contribution sur les ordures ménagères qu'il paye déjà lorsqu'il va acheter ses unités, donc pour son électricité, il faudra rajouter à cela une autre taxe, je crois 9% qu'il faudra payer. Et il y a une autre taxe sur la communication, forfait Internet, appel. Il y a la contribution foncière unique, un ensemble en fait de taxes qui vont finalement être ponctionnées dans finalement la dépense du citoyen. Donc le panier de la ménagère va devoir prendre un coup. La question que les Gabonais se posent actuellement, c'est de savoir, est-ce que ce sont eux qui doivent justement payer quelque part pour ces réformes-là, alors que dans le même temps, leur salaire n'augmente pas. Ils ont les mêmes salaires depuis des années, ça n'a pas changé. Je crois que, d'ailleurs, la question a été posée par l'un de mes confrères concernant l'augmentation, enfin la retraite des parlementaires, mais il y a aussi l'augmentation finalement du salaire des députés, qui, sauf si je me trompe, va peut-être être augmenté à 2 millions de francs CFA, mais le salaire du fonctionnaire, de manière générale, donc du Gabonais lambda, n'a pas changé. Comment est-ce que le gouvernement peut expliquer qu'on puisse encore demander aux citoyens gabonais de devoir dépenser pour ces réformes? Alors, vous parlez de la loi de finances, du projet de loi de finances qui a été adopté le 28 octobre dernier. C'est un projet de loi de finances historique, ambitieux, historique même parce qu'il est ambitieux. On a quand même une hausse par rapport à la précédente loi de finances de l'ordre de 76%, il me semble. Et la logique de ce projet de loi de finances, elle est binaire. D'une part, il y a tout ce qui est endettement,
il y a l'investissement et il y a un volet qui est consacré à l'élargissement, comme vous le dites, de la base imposable, de l'assiette fiscale, avec des taux qui sont variables. Alors vous parlez du taux de 9%, précisons que c'est 9% sur la consommation électrique, sur les factures d'électricité, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut indiquer à quoi servent ces 9%. Ces 9% sont destinés à financer l'aménagement urbain et la salubrité des collectivités locales. Il n'aura échappé à personne que l'État et le président de la République s'est fortement engagé pour que la loi sur la décentralisation soit enfin mise en œuvre. Parce que il est inconcevable que nous continuions d'entretenir deux catégories de Gabonais, ceux qui vivent dans les zones urbaines et puis ceux qui vivent dans l'arrière-pays. Il y a cette ambition, et bien cette ambition, il faut la financer. Il faut la financer et la taxe de 9% sur la consommation électrique participe de cette volonté de financer. Et au-delà, de manière plus générale, il y a une philosophie que nous devons intégrer. Lorsqu'on a voté massivement pour Brice Clotaire Oligui Nguema le 12 avril dernier, on a fait le choix du travail. On a fait le choix de l'engagement. On a fait le choix du patriotisme. Et donc, cette contribution de 9% sur les tickets électriques, vise aussi à permettre à tout le monde, à nous tous, de contribuer à cet effort de mise en œuvre de la décentralisation qui est essentiel et qui va définir le nouveau cadre de développement de l'arrière-pays. Alors, on prend là une donnée, il y a d'autres données disponibles. Par exemple, sur les taxes douanières, des exonérations, ou du moins une exonération de 5% sur les produits de première nécessité, qui participent là aussi à la réduction, ou du moins à la gestion du phénomène de la vie chère. Le président de la République est sensible à la situation du portefeuille de ses compatriotes. Donc, certes, il y a des taxes qui surviennent d'une part, et d'autre part, il y a des allègements qui sont prévus pour essayer de trouver un juste équilibre qui nous permet de rendre les Gabonais co-responsables du développement de leur pays, ce à quoi nous avons majoritairement souscrit le 12 avril dernier, tout en préservant les équilibres sociaux. Toutes les initiatives qui sont engagées aujourd'hui le sont de manière à préserver ces équilibres sociaux. Et ce qui a été décidé par rapport à la mesure qui avait d'abord été annoncée en Conseil des ministres concernant donc la suppression ou la suspension des subventions sur les produits pétroliers, vous avez vu, vous êtes de la presse, vous avez vu que sur cette mesure-là, en tenant compte justement de ces équilibres sociaux, le président de la République a décidé de surseoir. Donc il y a ce souci de préserver la santé du portefeuille des Gabonais, mais ce souci ne doit pas nous faire oublier notre responsabilité collective et qui est une responsabilité que nous devons aussi diriger vers nos frères et sœurs qui vivent ailleurs que dans les grands centres urbains de notre pays. Concernant l'affaire Sylvia Bongo, Encore ? oui, malheureusement, les Gabonais se posent la question de savoir, pour prouver un peu l'indépendance de la justice, pourquoi ne serait-il pas possible de pouvoir dire aux Gabonais les biens qui ont été saisis par la justice, les numérer et mettre à disposition, parce que dans cette fameuse vidéo, nous avons l'ancien chef de l'État qui déclare que le chef de l'État avait saisi ses biens. C'est bien lui, c'est la vidéo qui le dit. La deuxième question est de savoir, monsieur le porte-parole, lors de l'adresse à la nation, le chef de l'État avait déclaré 163 000 emplois. Nous sommes à un mois de 2026 et il y a un membre du gouvernement, par voie de presse, qui a déclaré que la fonction publique était saturée. Nous sommes au mois de novembre, il reste le mois de décembre. Est-ce que ce sera encore possible d'atteindre les 163 000 emplois, sachant que le ministre d'État, Henri-Claude Ohima, a déclaré que la fonction publique est saturée? Merci. Bien, alors, sur la publication des biens, je vais être bref parce qu'on ne va pas non plus s'étendre sur les Bongo Valentin. Sur la publication des biens, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mission. La présidence de la République n'a pas vocation à se prêter au jeu de propagande que l'on observe sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est fait, ça ne viendra pas de nous. Dans tous les cas, s'il y a des éléments dans le dossier ou dans les dossiers qui sont devant les juridictions compétentes, qui emmènent ces mêmes juridictions à les exposer, rappelons que le procès qui s'ouvre le 10 novembre sera un procès public. Il sera public, c'est important de le dire. Vous aurez le loisir d'aller y prendre part et éventuellement de cueillir à ce moment-là tous les éléments
susceptibles d'être cueillis pour informer davantage les Gabonais. Mais en tous les cas, ce n'est pas notre rôle. Sur la question de l'emploi, il y a une dynamique générale. Il y a des annonces qui ont été faites et il y a des actions qui sont prises pour soutenir ces annonces. C'est un peu en lien avec ce que disait votre collègue, juste derrière vous, sur les voyages à l'international. Je vous disais que la diplomatie du président de la République est foncièrement économique. Et vous aurez remarqué que sur toutes les initiatives économiques, autour des projets structurants, autour de la réappropriation de nos ressources stratégiques, il y a une volonté de créer de la valeur ajoutée. Créer de la valeur ajoutée en situant beaucoup plus localement plusieurs chaînes, ou du moins des chaînes supplémentaires, des chaînes de valeur, donc des maillons supplémentaires, pardon, des chaînes de valeur de ces différents secteurs sur le territoire national. C'est la logique qui est derrière la rupture de la relation commerciale que nous avions avec l'Union européenne au sujet de la pêche. C'est la logique avec le manganèse, c'est la logique avec le bois, parce que d'autres maillons de la chaîne de valeur du bois vont être localisés au Gabon. C'est la logique avec tous les projets structurants qui sont implémentés et qui ont vocation à être implémentés sur le territoire national. Créer de la valeur ajoutée, créer des emplois directs et indirects pour les Gabonaises et les Gabonais. On a parlé de Smart City. Là encore, c'est un projet structurant pour lequel il y aura des emplois directs et indirects qui seront créés. Par rapport aux déclarations du ministre d'État Oyima, il est mieux placé que moi pour vous parler de la fonction publique et de la saturation de la fonction publique. Je noterai seulement au passage que c'est une saturation de la fonction publique qui dure depuis des années. On peut même remonter jusqu'à feu l'ancien Premier ministre Issoze Ngonde, qui avait, en son temps, expliqué les raisons de cette saturation de la fonction publique, qui n'est donc pas le fait de l'administration actuelle, et qui tient à la volonté de respecter, de se conformer à la norme communautaire. Il y a des standards au niveau de la communauté à laquelle nous appartenons qui font que la fonction publique doit avoir un certain poids, que nous ne pouvons pas excéder si nous devons être en phase avec la norme communautaire. Et d'autre part, quelle est l'efficacité économique de la structure actuelle de la fonction publique gabonaise? Cette efficacité peut être remise en cause aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle peut être remise en cause qu'il y a d'autres filières et d'autres pans vers lesquels les Gabonais sont aujourd'hui réorientés. On va passer de ce côté. Bonjour, monsieur le porte-parole. Roland Louba de la rédaction de Gabon Mail Info. En 2016, je suis en stage à l'Assemblée nationale du Cameroun. 28 millions d'habitants, 4 000 milliards de budget. Le Gabon, 3 000 milliards de budget. Par rapport au développement et à la lutte contre la pauvreté, d'une part, quand on circule au Cameroun, on se rend compte que les voiries sont bien travaillées pour une population de 28 millions d'habitants. Le Gabon, à peine même 2 millions et quelques. Les Gabonais se posent la question de savoir à quoi servent ces taxes qui les asphyxient au quotidien. Parce que quand on circule dans les rues de Libreville, on se rend compte, c'est vrai que d'une part, il y a des efforts qui restent à être félicités, mais d'autre part, on se pose la question de savoir à quoi ça rime que l'on nous asphyxie avec les taxes quand ça ne change pas le quotidien de notre existence. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on parle de la lutte contre la pauvreté. On dit que la fonction publique est saturée alors que le parc automobile des fonctionnaires peut envoyer une image contradictoire quand nous voyons les hauts commis de l'État ou les fonctionnaires qui circulent dans les grosses cylindrées de 70 millions. On se pose la question, est-ce que ces taxes-là véritablement améliorent le quotidien du Gabonais lambda ou bien celui du haut commis de l'État? Merci. Merci pour vos questions qui, soit dit en passant... Excusez-moi, je clôture toujours par Sylvia Bongo. Excusez-moi, monsieur le porte-parole, mais c'est l'actualité. En politique, la politique se nourrit des habillages. Seuls les plus intelligents qui réussissent à décoder comprennent comment ça fonctionne. Vous avez dit, vous regardez à froid la situation de Noureddine, disons des Bongo Valentin. Est-ce qu'il y a-t-il pas un complot derrière cette affaire? Parce que on a comme l'impression, parce que la question
qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que Noureddine Bongo, qui sort d'une incarcération, a des outils très sophistiqués pour se mettre à filmer des représentants de l'État. On sait que partout dans le monde, ça se passe. Il y a toujours des négociations qui sont faites ou en contrepartie des réductions ou des libérations. Ça se fait partout. Ça, on le sait. Mais est-ce que Noureddine et tout ce qui est fait n'est pas soutenu par des puissances étrangères? Bon, vous vous avancez un peu. Merci. Je ne m'avancerai pas autant que vous. Merci pour vos questions qui sont, soit dit en passant, assez génériques. Mais je vais commencer par la fin, là encore. Ce n'est pas à nous d'en décider. L'État gabonais continuera d'être l'État gabonais. Et il continuera de fonctionner comme un État qui se respecte. N'allons pas tomber là-dedans. Vous avez raison de vous inquiéter pour votre pays, mais soyez-en sûrs, l'État prend toutes ses dispositions pour se prémunir contre toute forme de complot. L'État prend toutes ses dispositions. Voilà, c'est la seule chose. Pardon, on a beaucoup parlé de cette affaire et je pense que l'essentiel a été dit. C'est le seul commentaire supplémentaire que je ferai sur la question. Complot ou pas, le fonctionnement régulier des institutions de la République gabonaise ne sera pas interrompu par cette affaire. La justice va traiter de la question, et elle va rendre ses conclusions qui vont s'appliquer aux uns et aux autres. Alors, sur votre comparatif avec le Cameroun, vous savez, c'est toujours relatif, et ça peut être très variable. On pourrait interroger des Camerounais, je parie que beaucoup d'entre eux ne seraient pas tout à fait d'accord avec vous sur l'état des infrastructures. Oui, vous avez vécu 2 ans, c'est pour ça qu'il y a de la contradiction dans tous les pays. On n'a pas le même prisme, on ne regarde pas la réalité économique, sociale des pays à travers le même prisme. C'est pour ça qu'entre les intellectuels, entre les économistes, entre les politiques, il y a des désaccords. Il n'y a pas de parole d'évangile en matière de développement socio-économique, vous conviendrez avec moi. En tout cas, il y a une dynamique que vous avez le loisir de challenger, d'évaluer, parce que je sais que vous en avez les compétences, qui est en œuvre au Gabon et qui s'appuie sur un passif qu'il nous faut régler. Il y a des efforts qui sont aujourd'hui indéniables et qui ont commencé à être engagés depuis la période de transition, pas seulement depuis le 12 avril, qui sont engagés pour rationaliser la gestion de l'État. Ferdinand parlait tout à l'heure de la loi de finances. Je pense que cette ambition-là aussi est contenue dans la loi de finances. Sur les taxes, on a expliqué, on ne taxe pas pour taxer, on n'impose pas pour imposer. L'État ne prend aucun plaisir à admettre des taxes, à appliquer des taxes. Au-delà de ce qu'on a dit sur les exonérations sur les produits de première nécessité, il y a aussi des exonérations par rapport à l'importation d'un certain nombre d'équipements en rapport avec le développement de certains secteurs stratégiques, miniers, le secteur minier, par exemple. Mais tout cela, vous pensez que ça bénéficie à qui? Ça bénéficie aux Gabonais. Les grands projets structurants, les grandes initiatives macroéconomiques bénéficient aux Gabonais. Et donc, il faut voir l'ensemble, il faut voir la finalité des initiatives qui sont engagées. Et la finalité absolue, c'est de restaurer la dignité des Gabonaises et des Gabonais. Sur tous les plans. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de la manière dont les Gabonais vivent au quotidien. C'est cela l'ambition. Donc, je ne vais pas aller plus avant sur ce comparatif avec ce pays frère qui est le Cameroun. Chacun a ses réalités. Nous essayons de gérer les nôtres au mieux que nous pouvons. Et le président de la République ne mène aucun effort par rapport à cela. Le monsieur en col Mao. Alors, après plus de 10 ans d'hibernation, de silence, la radio africaine émettait à nouveau, il y a un peu plus d'1 an, du côté d'Angondje, à l'occasion du dialogue national inclusif. Alors, aujourd'hui, fort est de constater que la radio africaine a cessé d'émettre brutalement. Est-ce que la présidence de la République, que vous représentez ici à l'occasion de cette conférence de presse, est informée de la situation? Si oui, pourquoi cette interruption des programmes brutales? Aussi, le calvaire des agents, il faut le dire, des agents d'Africa numéro 1 continue avec le sempiternel, ou plutôt l'interminable problème d'arriérés de salaire.
Alors, est-ce que, nonobstant la réhabilitation du siège social, est-ce que les agents d'Africa numéro 1 vont regagner leur siège social avec le poids des arriérés de salaire? Regardez la caricature. Alors ma question va être très simple et très brève. Le cas d'Africa numéro 1 est un cas complexe. Il est très complexe. Et une partie de cette complexité tient à ce que Africa numéro 1, qui participe au patrimoine culturel national et africain, eh bien, lorsqu'Africa numéro 1 a été porté sur les fonds baptismaux, il y avait 3 actionnaires. L'actionnaire majoritaire, la Libye. Un actionnaire minoritaire, dont je ne citerai pas le nom ici. Et enfin, un actionnaire privé, dont je ne citerai pas le nom. Et enfin, un actionnaire minoritaire, l'État gabonais. La situation, c'est qu'aujourd'hui, l'État gabonais, pourtant actionnaire minoritaire, se retrouve à devoir assumer les manquements observés de la part des autres actionnaires. Donc l'État gabonais hérite d'un passif qu'il devait en réalité partager avec l'actionnaire majoritaire et avec l'actionnaire privé. Une partie de la complexité de la situation tient à cela. Nonobstant tout ceci, le président de la République accorde une importance particulière à la restauration d'Africa numéro 1. D'abord, comme je l'ai dit, parce que ça participe au patrimoine culturel national et continental. Et deuxièmement, parce que c'est une façon pour lui de soutenir la libre expression de la presse, de soutenir, in fine, la liberté de presse et la liberté d'expression. Le dossier est complexe. Il me semble que le ministère de tutelle, la situation ne lui a pas échappé. Le moment venu, une fois qu'on aura su démêler toute cette affaire, situer les responsabilités des uns et des autres, eh bien, des réponses concrètes seront apportées. Pour l'heure, une situation cocasse quand même qu'il faut relever, et ce sera le dernier point sur cette question, c'est que vous parlez des employés, on a une situation du point de vue des effectifs qui établit que l'État aujourd'hui se voit confronté à une proposition de plan social évaluée à quelques 24 milliards de francs CFA pour les effectifs que vous savez, Africa numéro 1. Alors que tout ce qu'il a fallu investir pour restaurer, pour remettre le siège sur pied et pour relancer, tout ce qui est prévu pour relancer cette radio, est bien inférieur à ce montant de 24 milliards de francs CFA. Il y aura donc des arbitrages à faire. Il y aura des solutions à trouver. Et il y aura surtout la nécessité de mettre dans ce dossier beaucoup de bonne foi. Parce que, rappelons-le, l'État gabonais est minoritaire dans l'actionnariat d'Africa numéro 1. Des solutions seront apportées et lorsqu'elles seront apportées, elles vous seront communiquées. On va prendre 2 dernières questions. Chris Noé Osamaga, courrier des journalistes. Il y a quelques années en arrière, le gouvernement s'était déjà prononcé sur la question du chômage et donc invitait les Gabonais à poser les dossiers au niveau de la fonction publique. Très récemment, la ministre de la fonction publique a fait un bilan. Notamment, elle a fait un rapport par rapport au travail qui a été mené dans ce sens, enlever les doublons dans les dossiers qui ont été posés et extraire également des personnes qui avaient déjà eu des concours, etc. Et le rapport a été déposé auprès de la présidence. Qu'en est-il concrètement? Merci. La question de la fonction publique est une question très complexe. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit, il y a des équilibres à ménager. Il y a des équilibres à trouver. Nous sommes dans une situation où nous avons des impératifs auxquels nous devons faire face par rapport à la situation de la dette, par rapport aux investissements massifs et prioritaires à faire autour des secteurs stratégiques retenus dans le projet de développement du pays. Et donc, il faut que toute initiative et toute action prise dans ce sens vise à la rationalisation de la fonction publique. Nous avons besoin d'une fonction publique qui est efficace, qui est à la hauteur des enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure,
sont à la diversification économique, sont à l'industrialisation autour des secteurs prioritaires. Est-ce que la structure actuelle de la fonction publique, si jamais nous étions menés à la prolonger, à l'entretenir, est-ce qu'elle serait de nature à répondre à ces défis? Je ne pense pas. Les économistes vous donneront beaucoup plus d'éléments, mais je ne pense pas. Et puisque ce pari-là est douteux, eh bien, le pari de la diversification, de la priorisation des secteurs que nous avons retenus comme porteurs de la nouvelle économie gabonaise, du nouveau visage de l'économie gabonaise, la priorité sera apportée à ce niveau-là. Mais des décisions seront prises, des arbitrages seront faits par rapport à l'équilibre à trouver, par rapport à la fonction publique. Mais dans tous les cas, vous savez, vous êtes de la presse, le temps de la politique, et c'est peut-être tant mieux en fin de compte, n'est pas le temps du journaliste, ça n'est pas le temps des médias. Il y a des décisions qui, parce qu'elles sont complexes, prennent du temps. Laissez à la politique le temps de la politique. Et la politique saura revenir vers vous avec l'économie pour vous donner les éléments nécessaires à l'édification des Gabonais sur les sujets qui importent. Enfin. Bonjour, monsieur le porte-parole. Je suis monsieur Sinclair Kenge du journal La Note d'Afrique. Monsieur le porte-parole, il y a, lors d'un conseil des ministres tenu au mois d'octobre dernier, le chef de l'État et tout son gouvernement, parce qu'il est également chef du gouvernement, avait décidé de la mise sur pied d'une centrale d'achat. Seulement, quelques semaines plus tard, à ce jour, on n'en sait pas grand-chose. Le panier de la ménagère continue à grimper et les populations continuent à tirer le diable par la queue. Monsieur le porte-parole, qu'en est-il de cette centrale d'achat aujourd'hui, alors qu'au mois de décembre, nous entrons de plein pied dans la période festive? Merci. Très bien, merci pour votre question, qui sera la dernière de cette conférence de presse. Alors, si vous dites que rien n'est dit par rapport à la centrale d'achat, c'est que vous avez raté la formidable initiative du secrétariat général du gouvernement sur les antennes de la première chaîne nationale. Il a quand même eu une émission de plus d'une heure, mettant à contribution le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, ainsi que certains autres de ses collègues. Je pense au ministre de l'Industrie, je pense à la ministre de la Planification, je pense au ministre de l'Économie numérique, entre autres, assistés par les techniciens de leurs différents ministères, qui ont expliqué tout ce qu'il y avait lieu de savoir sur la centrale d'achat. Le travail se poursuit. Le ministre d'État a d'ailleurs annoncé que, lorsqu'il se voyait interrogé sur la visibilité des premiers résultats, il a fixé un cap. Il a dit que dès le premier trimestre, le premier mois de l'année 2026, on commencerait à avoir des résultats par rapport à la centrale d'achat. Il y a des impératifs logistiques à régler et pour faire une petite note de rappel sur cette centrale d'achat, parce que vous parlez de la vie chère, etc., l'objectif est de contrôler l'offre. Lorsque vous contrôlez l'offre et que vous vous assurez qu'on ne risque pas de rupture de chaîne d'approvisionnement parce que justement à travers la centrale d'achat, on s'est donné des capacités de stocker en quantité abondante par rapport à nos besoins qui auront par ailleurs été évalués, lorsqu'on se prémunit contre la rupture d'approvisionnement, eh bien, on veille à ce que les prix ne fluctuent pas de manière incontrôlée, comme cela a pu s'observer à certaines étapes de la vie économique de la nation, du fait de la raréfaction de certains produits sur le marché. Donc c'est là encore une formidable initiative qui témoigne du souci que le président de la République a de ménager le portefeuille de ses compatriotes, cette centrale d'achat qui se rajoute, rappelons-le, à tout ce qui est exonération de produits de première nécessité, avec la nouvelle grille de taxation et d'imposition comprise dans le projet de loi de finances voté le 28 octobre dernier. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'être venus prendre part à cette conférence de presse. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir n'est pas fin, je suis sincère. Vous m'aviez manqué, je sais que moi aussi. Nous allons poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, en off sur les différentes questions que vous avez à poser par rapport à la marche de notre magnifique pays. Je vous remercie.